Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, la première édition de notre Café Facturation électronique. On vous propose cette nouvelle série tous les vendredis matins, donc à 9 h, pour répondre à toutes vos questions sur la facture électronique. On est maintenant à moins de 2 mois de l'échéance, donc ça va être vraiment un format qu'on va répéter assez bref et actionnable pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, du coup, on a la chance d'être accompagné par Malika Saki. Je vous laisse vous présenter, Malika. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille à la direction de projet facturation électronique, qui est un service de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, qui porte le projet de la réforme dans ses aspects techniques, communication, juridique, enfin vraiment sur tous ces aspects au sein de la DGFiP, en lien avec l'AIFE. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette direction, qui construit le portail public de facturation et maire de Chorus Pro également. Merci Malika. On a Étienne avec nous. Étienne aussi, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour à tous, Étienne Rochon-Lacroix. Donc, de mon côté, je suis le référent sur la partie facturation électronique chez Agicap. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà rencontré, donc je suis vraiment là pour accompagner nos clients dans leur choix de plateforme agréée et sur les évolutions de leur process de dématérialisation. Et donc Damien Gérier, moi je suis le chef de projet donc facturation électronique et plateforme agréée en particulier pour la France. Côté implémentation, donc on a des clients qui sont connectés aujourd'hui, on s'est peut-être déjà parlé. En tout cas, ravi de vous avoir aujourd'hui. On est ensemble pour 45 minutes. On aura un petit peu de temps si jamais il y a vraiment beaucoup de questions pour déborder un petit peu. L'objectif, c'est que vous repartiez avec des réponses aujourd'hui. Alors, on a au programme une intro qu'on est en train de faire. On aura un retour du contexte réglementaire de la part de Madame Saki. Les actualités du projet, c'est intéressant de voir où on en est, l'annuaire, etc. Des recommandations pour que la transition se passe bien, notamment pour protéger votre trésorerie. Et puis, on va garder un temps au maximum pour des questions-réponses que vous aurez. Donc, on peut commencer. Alors, on avait un sondage, mais il n'a pas fonctionné. Je vais le passer tout de suite. Et du coup, je passe la main à Madame Saki pour un résumé de la réforme. Oui, alors rapidement, je pense que la plupart d'entre vous le savez que le dispositif de la facturation électronique, il repose sur un premier volet qui est de recevoir des factures au format électronique de la part de ses fournisseurs professionnels établis en France. Ça, ce sera valable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à partir du 1er septembre 2026. Donc, c'est ce qu'on appelle la facturation électronique ou le e-invoicing. Vous aussi, en tant que fournisseur établi en France, vous devrez facturer au format électronique vos clients professionnels établis en France. Là encore, on est dans le cadre du e-invoicing. Et puis enfin, on a un troisième volet. Si vous facturez des non-assujettis, c'est-à-dire des particuliers ou à l'international, c'est ce qu'on appelle en français la transmission électronique des données de transaction et ou de paiement, et qu'on résume par le e-reporting. Là aussi, c'est une transmission de données cumulées. Donc, on sort du cadre de la facturation électronique. Là, c'est vraiment des données, c'est une déclaration des données qui sera à faire. Pour l'ensemble de ces trois obligations, eh bien, vous utiliserez ce qu'on appelle la plateforme agréée. Agicap est une des 140 plateformes qui a été agréée par l'administration. Ou alors, si vous êtes déjà équipé, une solution compatible, c'est-à-dire compatible à la fois avec les formats attendus de la réforme et puis connecté à une plateforme agréée. Voilà rapidement le dispositif de la facturation électronique. Qu'est-ce que c'est? On va faire un petit focus sur le e-reporting parce que c'est le point en fait qui agite un peu le plus au niveau des entreprises, parce que c'est une disposition qui est nouvelle. La facture, tout le monde la connaît, je suis fournisseur, je suis client, on s'échange les factures, je dirais, normées, standardisées. Le e-reporting, lui, comme je vous l'ai dit, il intervient que vous fassiez de la vente de biens ou de la prestation de services. D'une part, si c'est des clients particuliers, là, ce sera un cumul des données journalières, ce sera l'équivalent de votre chiffre d'affaires, montant hors taxe, montant TTC, taux de TVA. C'est ce qu'on appelle le e-reporting de transactions B2C. Donc, B pour vous qui êtes le business et C, consumer, donc business to consumer. Par exemple, si vous êtes boulanger, à la fin de la journée, c'est le pied de votre ticket Z, en fait, pour simplifier. Si vous facturez à l'international, eh bien là, donc que ce soit des particuliers ou des professionnels, c'est ce qu'on appelle le e-reporting de transactions B2B international. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer la facture électronique à un professionnel établi à l'étranger. Ça va arriver plus tard avec la directive IDA au 1er juillet 2030. Mais aujourd'hui, en 2026, on vous demandera de faire un e-reporting des données de transaction. Qu'est-ce que c'est quand je facture un professionnel établi à l'étranger? Ce sont les mêmes données qui sont attendues sur une facture classique, une facture traditionnelle que vous adressez à un client français, sans le numéro de sirène, parce que par définition, les entreprises étrangères n'en ont pas. Donc, on retrouvera la date, le numéro de la facture,
le montant hors taxe, le montant TTC et un numéro d'identification de votre client étranger s'il y en a un. Ça, je dirais, c'est les deux volets de e-reporting de transactions. Si je facture des particuliers, si je facture à l'international. En France, on a une particularité qui est liée à l'éligibilité de la TVA. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez des prestations de services ou des acomptes, c'est ce qu'on appelle les opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement, et que vous n'avez pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi de payer la TVA au moment où la facture était mise dans le cadre de la prestation de service, par exemple, eh bien, vous devrez faire un e-reporting de paiement, que vous facturiez un professionnel ou que vous facturiez un client particulier. Dès lors que vous faites une prestation de service et que vous n'avez pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits, vous allez devoir rajouter ce e-reporting de paiement. Je prends un exemple. Hein. Je suis consultante informatique, donc je suis sirénisée, donc j'ai un régime de TVA, je suis assujettie à la TVA. Je facture une prestation de service de consultation à une entreprise française. Donc, je vais lui adresser une facture au format électronique parce que je vais me faire payer quand même pour la prestation que j'ai réalisée. Sauf que la prestation que j'ai réalisée est différente du moment où j'ai facturé. Elle est différente du moment où j'ai été payé. Donc, au moment où j'ai été payé, je vais devoir faire en plus le reporting de paiement, c'est-à-dire indiquer le montant encaissé, la date d'encaissement et le numéro de facture qui se rattache à l'encaissement que j'ai eu. Toutes ces prestations-là, ces obligations-là, elles vont être prises en charge par votre plateforme agréée. Les plateformes agréées ont l'obligation de vous fournir ces services-là. On le verra par la suite. Donc, voilà rapidement ce qu'est le dispositif de la réforme de la facturation électronique. Pour le calendrier, je vous l'ai dit, la date à retenir, et Damien l'a dit aussi au début de cette séance, 1er septembre 2026, donc dans moins de 60 jours, toutes les entreprises françaises vont devoir recevoir des factures au format électronique. Toutes, quelle que soit la taille, quel que soit le chiffre d'affaires, quelle que soit la forme juridique, que vous soyez profession libérale, indépendant, TPE, PME, grande entreprise, vous devrez avoir une plateforme agréée pour être en capacité de recevoir des factures au format électronique. Ça, c'est la première date. Parce que, 1er septembre 2026, les 300 grandes entreprises françaises et les à peu près 10 000 grandes entreprises, de taille intermédiaire, elles vont émettre des factures au format électronique, elles vont déclarer leur e-reporting. Et puis, deuxième volet, je veux dire deuxième séquence sur la facturation électronique, 1er septembre 2027, à partir de cette date-là, toutes les entreprises, TPE, PME, micro, vont faire des factures électroniques et transmettre leur e-reporting. Si vous êtes en capacité de le faire avant le 1er septembre 27, vous en avez la possibilité. Là, c'est à vous de voir en fonction de votre organisation, en fonction de votre infrastructure. Néanmoins, deux dates, 1er septembre 26, tout le monde reçoit, les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires émettent. 1er septembre 27, à partir de ce moment-là, on généralise la facturation électronique et le e-reporting à toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Je me permets juste une petite information, Malika, merci beaucoup. On a souvent la question parce que nous, nos clients sont justement des PME, des ETI, et il y a plusieurs entreprises qui sont un peu à cheval. Elles nous demandent à chaque fois quel est le critère pour être sûr de savoir si on est concerné au 1er septembre 2026 ou 2027. Si je peux juste me permettre de rappeler, notamment parce que c'est pas toujours évident de trouver l'information, puisque notamment pour l'INSEE, par exemple, pour les statistiques, souvent la notion de groupe ou la notion d'entité est pas très claire. Parfois, on prend la notion de groupe. Là, ça a été clarifié par la DGFiP. On est vraiment sur l'entité juridique, donc c'est un SIREN, et qui est au dernier exercice comptable, donc avant le 1er janvier 2025. On a soit 250 salariés, enfin plus de 250 salariés, on est une ETI, ou un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, un total de bilan supérieur à 43 millions. C'est bien ça, Malika? Tout à fait, oui. Voilà, c'est vraiment ces trois critères-là qui sont en compte. Effectif, total du chiffre d'affaires et total du bilan. Voilà, j'avais encore une question hier d'une entreprise qui est un peu en dessous de ces critères, mais qui a plusieurs entités. Donc, c'est bien à la maille de l'entité. Donc, c'est bien, dans ce cas, vous êtes un groupe de PME qui ne devront passer qu'au 1er septembre 2027 à l'émission. Tout à fait, c'est à la maille SIREN, oui. Parfait. Alors, je vous rappelle rapidement le schéma, je pense que vous l'avez en tête. Vous avez donc les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Vous avez une plateforme d'émission, donc votre plateforme agréée qui va construire la facture, qui va acheminer la facture. Comment? Eh bien, en consultant l'annuaire qui est mis à disposition par l'administration. Cet annuaire, il est constitué par les bases SIREN qu'on a filtrées avec les occurrences fiscales de la DGFiP, c'est-à-dire que pour tel numéro de SIREN, on dit s'il est assujetti ou non à la TVA. Si oui, il figurera dans l'annuaire. Donc, la plateforme d'émission consulte l'annuaire, trouve en fait l'adresse donc qui est par le numéro de SIREN du client. Donc, elle transmet la facture à la plateforme de réception du client.
Et dans le même temps, elle extrait les données, donc 34 données utiles à l'administration qui sont nécessaires donc aux bénéfices, par exemple le pré-remplissage de la TVA, par exemple la lutte contre la fraude, etc., etc. Donc là, on vous a mis des zones, hein, les zones en couleur. Hein. La zone d'échange des factures, c'est la zone que vous avez tout en haut. Donc ça se passe entre les fournisseurs, le client et les plateformes agréées. Vous avez ce qu'on appelle, nous, la zone de confiance, puisque la plateforme agréée, c'est un intermédiaire qui est contrôlé par la DGFiP. Hein, c'est réglementé, cette partie-là. Et puis, vous avez les outils de l'administration qui sont l'annuaire et puis ce qu'on appelle le concentrateur des données. Donc, c'est le réceptacle qui va recevoir toutes les données qui seront échangées entre les plateformes agréées. Donc, voilà le schéma simplifié. Je pense que vous l'avez déjà vu sur impôts.gouv un peu plus détaillé, mais là, vous avez vraiment le schéma simplifié. Merci, alors, sur Malika. l'actualité du projet. Ouais. Pardon, vas-y, Damien. Allez-y, justement, j'allais dire sur important un point d'actualité, est-ce que à 2 mois de la réforme, où est-ce qu'on en est? Oui, alors je vous le confirme, puisqu'il y a encore des rumeurs qui circulent. Non, il n'y aura pas de report. Hein. On est prêt pour le 1er septembre 2026. 1er septembre 2026, qui sera, je dirais, équivalent au 31 août 2026, équivalent au 2 septembre 2026. On ne va pas révolutionner, il n'y aura pas de Big Bang, si vous voulez, au 1er septembre 2026. Sur le déploiement, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a 138 plateformes qui ont été agréées par la DGFiP, donc 138 intermédiaires indispensables d'échange entre le fournisseur et le client. Sur l'annuaire de la facturation électronique, je vous l'ai dit, il est géré et administré par l'administration. On a aujourd'hui 11 millions, un peu plus de 11 millions d'unités légales qui sont référencées dans l'annuaire. Donc, unité légale, c'est numéro de sirène, numéro de sirette ou MyService. Donc, on a 11 millions de lignes dans cet annuaire. À date, donc les chiffres ont été changés. Hein, on a un peu plus de 1,7 million d'entreprises qui ont déjà désigné une plateforme de réception, donc pour être prêtes le 1er septembre 2026. Ça continue à augmenter, ça continue à se peupler, en sachant que sur les 11 millions d'unités légales, je vais un peu moduler ce chiffre-là. Nous, on a fait des travaux au sein de la DGFiP. On s'est basé sur les déclarations de TVA qui ont été déposées l'année dernière. Et donc, sur ces 11 millions d'unités légales, on a à peu près 4 millions d'entreprises qui ont déposé une déclaration de TVA l'année dernière. Donc, pour nous, l'objectif, c'est que ces 4 millions-là, choisissent une plateforme agréée dans l'annuaire, parce qu'on sait que si ces 4 millions d'entreprises ont choisi une plateforme agréée dans l'annuaire, elles vont drainer toutes les autres. Donc, nous, notre trajectoire, et je pense que on le redira prochainement dans nos communications, notre trajectoire, c'est 4 millions sur les 11 millions, parce que sur les 11 millions, on sait qu'il y a des entreprises qui sont en sommeil, on sait qu'il y a certaines entreprises qui sont toujours sirénisées, mais qui n'ont plus d'activité. Malheureusement, on peut pas, tant qu'elles ne sont pas radiées des bases initiées, on ne peut pas les enlever en fait de notre annuaire. Donc, la base pour nous, c'est ces 4 millions. Et donc, sur ces 4 millions-là, on a déjà 20% d'entre elles qui ont choisi une plateforme agréée. L'objectif, c'est que ces 4 millions-là, au 31 août, aient choisi une plateforme agréée. Donc, il nous reste moins de 60 jours pour pouvoir les convaincre. Ça, c'est sur les suivis du déploiement, sur les chiffres, les données chiffrées qu'on a actuellement. On est dans la phase pilote depuis le 1er mars 2026. La phase pilote, qu'est-ce que c'est? C'est une phase d'expérimentation en données réelles, hein, de bout en bout, c'est-à-dire du moment où vous, entreprise, vous déposez ou vous confectionnez votre facture sur la plateforme, l'acheminement vers la plateforme du client et l'extraction des données à la DGFiP. Donc, c'est vraiment tester de bout en bout, tester la tuyauterie, hein, si j'ose le dire de cette manière, pour vérifier que tout fonctionne. Donc, effectivement, je le disais tout à l'heure, hein, 1er mars 2026, on n'avait pas beaucoup de flux qui s'échangeaient. Il y avait énormément de bugs. Je dirais ce qui est normal pour un dispositif qui est nouveau. Aujourd'hui, à date, en juin, donc là, en juillet, mais on a le rétexte de juin, les flux s'échangent de manière nominale, hein, c'est-à-dire qu'on a une qualité de flux qui s'échange d'un fournisseur à un client. Donc, le taux de rejet technique est très faible. On espère une massification, c'est-à-dire pour juillet, c'est-à-dire qu'on a testé la qualité des flux. Maintenant, on voudrait avoir une quantité de flux. Là aussi, l'AIFE travaille avec notamment les grandes entreprises pour pouvoir qu'elles rentrent dans le pilote et émettre beaucoup de factures électroniques. Elles nous l'ont dit, parce qu'on a échangé longuement avec elles. Hein. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, donc 80% d'entre elles, ont déjà contractualisé avec une plateforme et elles vont basculer là dans les semaines à venir pour effectuer leurs premiers tests avec leurs clients. Donc, c'est plutôt positif, hein, même si au regard de la masse de factures qui va s'échanger début septembre, on est un peu en dessous en termes de quantité, mais en termes de performance, les structures en fait sont prêtes à recevoir beaucoup de factures et à recevoir aussi l'ensemble de ces données-là. Donc, voilà un peu sur le pilote ce qu'on a, ce qui avance de manière nominale et c'est plutôt positif au regard des débuts qu'on avait en mars.
S'agissant de la communication, je pense que la plupart d'entre vous avaient reçu le deuxième mail de la DGFiP. Donc, on a fait une vague de mass mail sur la seconde quinzaine de juin pour indiquer aux entreprises qu'elles devaient choisir une plateforme de réception des factures électroniques. Normalement, là, cette séquence-là est terminée. On pense en fait refaire une séquence de mass mail en septembre, notamment, je pense à la mi-septembre, pour gérer en voiture balai, pour pouvoir récupérer toutes celles qui n'auraient pas désigné une plateforme agréée. Et puis, en ce moment, on a lancé la deuxième vague de communication nationale qui est 100% digitale et qui est plutôt adressée aux TPE indépendants et micro-entrepreneurs qui, pour la plupart d'entre eux, pensent qu'ils ne sont pas dans le champ de la réforme parce qu'ils ne facturent pas de TVA. Or, ce n'est pas parce que vous ne facturez pas de TVA que vous n'êtes pas assujettis. Donc, ils sont assujettis, ils sont dans le périmètre de la réforme. Donc là encore, on continue en fait à communiquer, on continue à sensibiliser ce public-là pour qu'il rentre dans la réforme dans moins de 2 mois. Voilà un peu sur les actualités du projet. Sur septembre, parce qu'on réfléchit déjà aussi à ce qui va se passer en septembre, au moment où si par exemple vous êtes entreprise fournisseur, vous ne trouvez en face personne, c'est-à-dire que votre client n'a pas désigné de plateforme agréée. Vous déposez quand même la facture sur votre plateforme agréée ou vous la faites émettre sur la plateforme agréée. Donc, cette facture sera rejetée puisque en face, il n'y a personne. En revanche, vous avez toujours la possibilité d'envoyer un duplicata par le canal de votre choix, que ce soit par mail, par courrier, un peu comme vous le faites déjà aujourd'hui. Ça, le seul, je dirais, ce qui va vous protéger, vous, en tant que fournisseur, c'est le fait que vous ayez testé, que vous ayez fait un premier envoi sur la plateforme agréée qui a été rejeté. Donc, c'est tracé. Et puis, en parallèle, vous envoyez un duplicata puisque l'objectif, c'est de ne pas, en fait, gêner la trésorerie. L'objectif, c'est de ne pas entraver les relations commerciales. Dans ces cas-là, si il y a contrôle, c'est pas vous, en tant que fournisseur, qui allez être pénalisé parce que vous n'avez pas de client en face. C'est le client en face qu'on va les sanctionner parce qu'il n'a pas désigné de plateforme agréée. Le système des sanctions, en fait, il va s'appliquer pas de manière automatique à partir du 2 septembre 2026. On va vraiment dialoguer, on va accompagner les entreprises. Donc là, on se permet de rappeler cette modalité d'échange des factures pour assurer la continuité de la trésorerie, assurer la continuité de l'activité des entreprises en disant, et ça, je pense qu'on va l'écrire aussi sur impôt.gouv, en disant que dès lors que vous avez envoyé votre facture au format électronique sur votre plateforme agréée, le client en face n'est pas là, eh bien, vous avez l'autorisation d'envoyer un duplicata par le biais de votre choix, par le canal de votre choix à l'entreprise cliente. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va insister, parce que c'est ce qui inquiète aussi les entreprises à quelques mois du déploiement du 1er septembre 2026. C'est du coup souvent ce qu'on donne un peu, hein. On travaille beaucoup avec aussi des credit managers, des services de recouvrement, etc. Ça les inquiète pas mal, hein, sur le fait justement des clients qui n'ont pas encore choisi de PA, etc. Surtout, c'est dans la gestion du projet global. Ce qui est conseillé, c'est vraiment d'anticiper ça au maximum, tous les cas de figure, et de dire, voilà, j'ai un statut de rejet, j'ai un statut déposé, non distribué, qu'est-ce que j'en fais, comment je déclenche l'envoi du duplicata. Certains clients pensaient quand même envoyer systématiquement des duplicata. Alors effectivement, ça risque parfois de créer de la friction. Il faudra, pour les clients qui reçoivent bien les factures électroniques, il faudra quand même vite l'arrêter. Effectivement, le but, c'est vraiment d'anticiper toutes ces situations au maximum pour qu'au 1er septembre, ça se passe bien pour vous et qu'il n'y ait pas de creux des trésoreries d'ici la fin de l'année. Tout à fait. Nous, en fait, on ne recommande pas en fait, d'envoyer à la fois la facture électronique et la facture par un autre canal, parce que ça peut faire doublon. Aussi, même pour la comptabilité du fournisseur, parce que dans tous les cas, si la facture électronique elle est reçue par le client, elle est comptabilisée. Donc, c'est pour ça que nous, on recommande pas. On recommande d'abord d'envoyer la facture au format électronique. Et si elle est rejetée, là, à ce moment-là, d'envoyer le duplicata, de faire l'un après l'autre. Pas de faire les deux en même temps, parce que déjà, c'est une charge supplémentaire pour l'entreprise. Et puis, il peut y avoir des doublons, même au niveau du client, chez le client. Oui. Je me permets aussi, Malika, on répondra à toutes les questions générales à la fin, mais là, il y avait une question qui était liée à ce que vous veniez de dire avant sur les mails de relance qui ont été envoyés à tous les assujettis. Oui. On a Philippine Busson qui demande à qui c'est envoyé exactement parce qu'elle ne l'a pas reçu. Comment vous identifiez les adresses email, justement? Alors, en fait, on part de l'annuaire. Donc, si vous avez déjà désigné une plateforme, Philippine, effectivement, vous n'allez pas recevoir le mail. On part de l'annuaire, on extrait en fait les numéros de sirène qui n'ont pas désigné de plateforme agréée à date, c'est-à-dire que nous, on s'est arrêté au chiffre du 31 mai de mémoire, au peuplement de l'annuaire au 31 mai. Et donc, on a adressé un mail. Donc, on a croisé les sirènes avec les bases de la DGFiP pour pouvoir envoyer les mails à ces clients-là
à ces usagers-là qui n'auraient pas désigné de plateforme agréée. Les mails, c'est les mails que vous avez mis sur le portail des impôts, enfin le portail du service des impôts des entreprises. Ça peut être votre comptable qui l'a reçu aussi, parce que la plupart des comptables sont identifiés pour plusieurs entreprises. Ou alors, c'est si vous avez déjà désigné votre plateforme agréée, eh bien, vous faisiez partie des 1,14 million d'entreprises qui avaient déjà désigné leur plateforme agréée. Merci Malika. Alors, sur les sanctions, là aussi, il faut savoir qu'un dispositif de sanctions existe, qui a été voté là dans la loi de finances. Le dispositif de sanctions, il repose sur plusieurs volets. Le premier, c'est je n'ai pas désigné de plateforme de réception, donc je ne suis pas en capacité de recevoir des plateformes agréées qui sont adressées par mes clients. Là, on va faire une première mise en demeure pour indiquer à l'entreprise qu'on a vu qu'elle n'avait pas désigné de plateforme agréée. Là encore, en consultant l'annuaire, ça va être très facile pour nous d'extraire les lignes de l'annuaire. La première amende est de 500 €. Si dans les 3 mois, parce qu'on adressera une nouvelle mise en demeure, dans les 3 mois qui suivent cette sanction, l'entreprise n'a pas fait le nécessaire, c'est 1 000 €. Et puis, c'est répétible jusqu'à ce que l'entreprise, elle se mette en conformité. Ça, c'est le premier cas, je dirais, qui concerne toutes les entreprises au 1er septembre 2026. Ensuite, en émission. En émission, là, dans un premier temps, ça va concerner toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui sont en obligation d'émettre des factures au format électronique. Là encore, on ne va pas sanctionner de manière automatique, on ne va pas sanctionner de manière aléatoire. On va discuter, on va prendre contact avec les entreprises concernées pour comprendre pourquoi elles n'émettent pas de facture au format électronique alors qu'elles devraient le faire. Là encore, on va pas sanctionner directement. On va essayer de comprendre quelle est sa trajectoire. Si elle nous explique que les travaux techniques sont bien avancés, les travaux techniques sont prêts et qu'elle a une date à nous donner, je ne sais pas, par exemple, octobre 2026, on ne va pas sanctionner. On va laisser les entreprises, les équipes techniques travailler et on ne sanctionnera pas. En revanche, si une entreprise qui est complètement réfractaire à la mise en œuvre de la facturation électronique, qui continue à envoyer des factures par mail ou des factures papier, là, effectivement, on va sanctionner à hauteur de 50 € par facture électronique non transmise jusqu'à 15 000 €. C'est le plafond auquel elles peuvent se soumettre. Donc voilà, simplement pour dire, le dispositif de sanction existe. Il ne sera pas appliqué le 2 septembre 2026. Ça, c'est la DGFiP, en fait, a cette espèce de bienveillance, de tolérance et de souplesse aussi, je dirais, avec les entreprises. Ça va se faire de manière progressive, cette transition. Donc, on accompagne aussi les entreprises. Et le but, c'est que tout le monde passe à l'AFE en douceur. C'est vraiment ça le but. Alors, donc, je me permets, ça répond à une question effectivement qui a été posée en tout début de séance de Leandro qui demandait le RP est en cours d'implémentation, il y a un go live prévu au 1er octobre. Donc, est-ce qu'il y a une solution provisoire pour le mois de septembre? Est-ce que les entreprises compteront une période de grâce? Donc, effectivement, ça répond un petit peu à cette question-là. Là, en l'occurrence, il y aura potentiellement une alerte côté DGFiP, mais pour le coup, vous êtes dans une démarche qui a avancé et donc vous êtes dans cette période de grâce, entre guillemets, Leandro. Tout à fait, oui. Et donc, si vous êtes contacté par la DGFiP, bien, vous pourrez expliquer là où vous en êtes de vos travaux techniques. Super. Un grand merci Malika pour cette présentation. On va pouvoir avoir un temps de questions-réponses. On vous propose juste, du coup, ça y est, j'ai mon sondage qui est chargé. On vous propose un petit sondage juste pour voir où vous en êtes, vous, aujourd'hui, dans l'audience. Donc, vous avez l'onglet sondage qui s'est ouvert. Voilà, on vous laisse répondre à la question. C'est est-ce que vous n'avez pas vraiment encore commencé et dans ce cas, on espère que vous êtes juste sur la réception et ça devrait être assez rapide. Est-ce que vous êtes en phase préparatoire, vous êtes en train d'étudier vos cas d'usage, de cartographier vos flux? Est-ce que vous avez déjà un ou des outils qui sont plateforme agréés, vous êtes en train d'arbitrer? Ou est-ce que c'est déjà fait, vous avez déjà choisi votre PA d'émission, réception, les deux? Et dans ce cas, vous êtes même peut-être dans la phase pilote. On a quand même pas mal d'entreprises, ça y est, qui sont prêtes. Alors, c'est anonyme. Si vous n'avez pas commencé, Malika ne va pas vous dénoncer derrière. Non. Mais c'est bien. Voilà, on voit que... La tendance s'inverse par rapport à nos précédents webinaires. Et je pense qu'il y a eu un gros mouvement. Si vous avez des flux simples, je dirais ça ira. En revanche, si vous avez des flux un peu plus complexes, là, ce sera plus compliqué.
Ouais, et c'est ce qu'on a vu, nous, vraiment sur la création des adresses, les mandats, etc. Ça s'est vraiment accéléré, notamment depuis le premier mail de la DGFiP fin avril, mais surtout là sur le mois de juin, c'est exponentiel et ça y est, on voit que tout le monde s'y met vraiment, crée ses adresses et se prépare pour la rentrée. Alors, on va pouvoir prendre des questions, donc on va prioriser l'onglet questions. Si vous avez posé dans le chat, on pourra les prendre, mais c'est un peu plus facile à suivre côté questions. On avait une question de Rosie. Si la facture que j'émets n'est pas reçue sous format électronique, donc pour cause par exemple, de problèmes techniques par notre client, est-ce que si j'envoie un duplicata PDF, celui-ci est tenu de payer la facture à date d'échéance? Autrement dit, est-ce qu'une facture PDF est toujours opposable juridiquement et fiscalement? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, la réforme de la facturation électronique, elle ne modifie pas les règles comptables, elle ne modifie pas les règles fiscales. Dès lors que c'est une facture qui comporte toutes les mentions, elle est identique à une facture électronique. Là, vraiment, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Peu importe la forme qu'elle a, si elle comporte toutes les données nécessaires, toutes les mentions obligatoires de la facture en lien avec le code du commerce et le code général des impôts, il n'y a pas de sujet. Super. Question de Gwendoline. Est-ce qu'on est d'accord que nos factures du 31 août envoyées en septembre 2026 ne sont pas encore concernées par la réforme? Tout à fait d'accord, Gwendoline. D'ailleurs, ça dépend de la taille de votre entreprise. Si vous êtes TPE, PME au micro, vous pourrez continuer à les envoyer au format PDF ou autre jusqu'au 1er septembre 2027. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sujet non plus là-dessus. Par contre, si vous êtes une GE, une ETI, eh bien, si la date d'émission de la facture, la date de la facture est au 31 août, vous pourrez continuer à l'envoyer au format PDF. Il y a une question qui se rejoint. Donc, comment sont gérées les factures antérieures à septembre 26 dans le cycle de vie? Est-ce qu'elles entrent en compte dans le e-reporting? Alors, il y a deux questions dans votre question. Les factures gérées antérieures au 1er septembre 2026 dans le cycle de vie, vous continuerez à les gérer comme aujourd'hui, puisqu'en fait, elles ne seront pas reprises sur votre plateforme agréée. Sur la plateforme agréée, à partir du 1er septembre 2026, si vous émettez des factures au format électronique, ce seront les factures électroniques en fait qu'on pourra suivre, dont on pourra suivre les cycles de vie, puisque la facture électronique sera eurodatée. A contrario, les factures en format antérieurement, elles ne sont pas eurodatées, puisqu'elles ne sont pas au format électronique. Le e-reporting, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est si vous facturez des particuliers ou si vous facturez à l'international. Donc, il y a deux choses différentes. Si je facture des professionnels établis en France, à partir du 1er septembre 2026, elles seront au format électronique. Vous pourrez suivre le cycle de vie. Avant le 1er septembre 2026, non, puisque par définition, elles ne seront pas au format électronique. Et e-reporting, vous pourrez le faire à compter du 1er septembre 2026 si vous facturez des particuliers ou à l'international. Ce qui est à retenir, le e-reporting, ce ne sont pas toutes les factures que vous recevez hors flux. Donc, dans la phase de transition, vos fournisseurs qui vous émettent un PDF, vous le traitez comme vous en avez l'habitude. Vous ne le traitez pas d'une manière dédiée spécifique. On a une question de Maxence. Alors là, c'est plus sur le flux métier. Est-il préférable de suivre les tiers par Sirène ou par Sirette? Étienne, si tu veux peut-être. Ça, je dirais que ça dépend de vos fournisseurs ou de vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des clients qui attendent une facturation au niveau de la MySirette ou des fournisseurs qui vous adressent des factures au niveau de la MySirette, conservez ce suivi au niveau Sirette. Par contre, si vous avez effectivement des tiers sur lesquels vous commandez au niveau des agences, au niveau des Sirettes, mais que vous êtes facturé au niveau Sirène, au niveau de la plateforme agréée, vous allez les suivre au niveau Sirène. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règle. Ça dépend vraiment du process métier. Ça permet peut-être aussi une question qui revient souvent sur les plans d'adressage en réception. Puisqu'on a le choix, on peut mettre un Sirène, on peut rajouter un Sirette, un suffixe, éventuellement l'idée de routage. Là-dessus, il y a des bonnes pratiques. Peut-être que Malika voulait repasser un message. Oui, vous avez. En fait, on a des normes AFNOR qui ont été publiées, notamment sur ces sujets-là. Et moi, je dirais aussi, c'est lié en fait à l'administration, à la gestion de votre entreprise. Si vous êtes un établissement principal et vous avez plusieurs établissements secondaires, gérés par Sirette. Là, en fait, ça dépend de ce que ça dépend aussi de l'endroit où votre client souhaite recevoir sa facture. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc, je pense que la plupart d'entre vous avez reçu des mails des grands groupes, Leroy Merlin, Amazon, Castorama ou autres, pour leur dire faites-nous vérifier l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les factures. Bien, vous faites un peu la même chose, je dirais, fiabilisez votre référentiel client en leur demandant à quelle adresse ils souhaitent recevoir les factures. Comme ça, vous serez sûr qu'elle sera acheminée au bon endroit. Ça, c'est un travail que vous pouvez déjà effectuer, même avant le 1er septembre 2026.
même si vous n'avez pas encore désigné de plateforme agréée. Alors, on a deux questions de Thierry. Ouais. Le régime de TVA encaissement ou débit sera une donnée dans le e-invoicing? Première question. Peut-être qu'on peut déjà répondre à celle-là, on prend ensuite sur les notes de frais. Alors, oui, c'est une donnée obligatoire. En fait, vous devez indiquer si vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits ou non. C'est ça que vous devez indiquer dans le e-invoice, dans le cadre de la facture électronique. C'est une balise que vous cochez. Je pense qu'Étienne pourra entrer un peu plus dans la technique. C'est une balise que vous cochez. Oui, j'opte pour le paiement de la TVA sur les débits. Non, je n'opte pas. Ça, c'est le premier point. Peut-être, Étienne, tu veux compléter ou... Oui, en complément, on retrouve en fait, donc il y a l'option sur la TVA au débit, mais on a aussi la mention de la catégorie de la dépense. Donc, on va retrouver en en-tête facture si c'est une dépense qui concerne des biens, de la prestation, qui est l'indication du coût du régime de TVA, ou si c'est une dépense mixte. Derrière, au niveau du détail de la facture, sur chacune des lignes, il faudra aussi préciser sur la ligne si c'est de la prestation ou des biens. Et donc, de fait, là, c'est le code des impôts qui prévaut. Comme aujourd'hui, ce sera la valeur la plus importante qui indiquera le régime concerné. Si on n'a pas l'option des biens. Il y a un point aussi important à avoir en tête. Si vous êtes sur la TVA au débit, si vous avez des factures d'acompte, elles sont bien aussi toujours sur les encaissements, les factures d'acompte. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et la deuxième question, donc pour les notes de frais, est-ce que cela rentre dans le cadre de la facturation électronique, comme il y a de la TVA déductible? Oui, ça rentre dans le cadre de la facturation électronique. Là aussi, ça fait partie des cas d'usage qui ont été documentés dans la norme AFNOR pour le traitement des notes de frais, selon que la facture est adressée directement à votre entreprise, donc sous format électronique, selon que vous ayez un ticket, En fait, c'est extrêmement bien détaillé. Si vous avez ce type de dépenses dans votre entreprise, n'hésitez pas à consulter la norme AFNOR sur les cas d'usage. C'est très, très bien fait. On est en train de préparer une fiche aussi un peu plus pédagogique sur le traitement des notes de frais que vous retrouverez sur impôt.gouv. Elle est en cours de relecture, mais effectivement, on va la partager aussi pour expliquer, je dirais, de manière claire le cas d'usage qui est un peu plus technique. Mais oui, ça rentre dans le cadre de la réforme. Ouais, c'est un cas sur lequel on est souvent questionné. On a aussi des webinars dédiés, si ça vous intéresse, Thierry, parce qu'il y a la question des notes de frais, il y a aussi la question des dépenses par carte d'entreprise professionnelle. Nous, on en fournit chez Agicap, donc c'est un sujet qu'on connaît bien. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter par ailleurs sur ces questions-là. En complément, il y a un groupe de travail au niveau du forum de la facturation électronique sur justement comment est-ce qu'on peut normaliser et aider les entreprises dans ce cadre-là, puisqu'il y a le sujet de pouvoir demander la facture électronique. Donc ça, c'est une formation interne auprès des collaborateurs, mais il y a le sujet de pouvoir la collecter. Et donc ça implique forcément quand on va se retrouver à la caisse d'un supermarché, quand on va se retrouver au distributeur automatique d'essence, tout ça, ça va être des vrais sujets de comment est-ce qu'on va gérer ces situations-là. Agicap, on a rejoint, c'est un groupe de travail qui va continuer à avancer plutôt après le début de la réforme pour que justement on puisse proposer des solutions qui vont être derrière intégrées dans la commission AFNOR pour proposer des normalisations, notamment pourquoi pas de QR code, de standards sur les Apple et Google Wallet, etc. Dans tous les cas, la TVA, la déductibilité de la TVA, elle est liée à la pièce justificative. Donc, que la pièce justificative soit une facture électronique, comme le disait Étienne, il y aura des échanges, des choses qui seront mises en place pour la facture électronique entre un fournisseur et un client, par exemple si vous allez au restaurant. Et puis, il y a aussi la déductibilité si vous avez un ticket de caisse, si vous avez un ticket de péage. Là encore, la déductibilité de la TVA, elle pourra se faire en comptabilité, elle pourra se faire aussi dans le cadre de la déclaration de TVA, si vous avez la pièce justificative qu'il faut et si la charge est justifiée. Là, la réforme, elle ne modifie pas, je le redis, les règles comptables, elles ne modifient pas les règles fiscales. Dès lors que vous avez la pièce justificative qui prouve que vous avez eu telle dépense, donc une pièce justificative, je dirais, qui est normée, qui est conforme aux pièces attendues, il n'y a pas de sujet sur la déductibilité de la TVA. Oui, ça rejoint la question qu'on a aussi souvent, c'est que du coup, les exonérations qui existent aujourd'hui vont continuer. Typiquement, les restaurants de moins de 150 € hors taxe, les tickets de bornes de péage sur l'autoroute, on pourra continuer à justifier avec le ticket sur lequel on est censé noter le nom de l'entreprise, sirène, etc. Exactement. Alors, merci Thierry pour la question. On enchaîne avec une question de Nelly.
C'est un peu ça rejoint similaire, la hein, question. ça rejoint Oui, ouais. les achats effectués sur les plateformes que nous leur remboursons via note de frais. Donc ça, c'est vraiment le même fonctionnement. Ce sera même un petit peu plus simple parce que là, il n'y a pas d'histoire de caisse et de QR code éventuel. Là, les plateformes Internet, comme le disait Malika, typiquement Amazon, pour ne pas les citer, ont commencé à contacter les entreprises en disant « Ajoutez votre adresse de facturation électronique dès maintenant pour recevoir vos factures ». Là, ça va être vraiment simplifié. Oui, tout à fait. Là aussi, ça a été documenté. Une question de Caroline. Il semblerait que le statut litige ne soit pas transmis au PPF. Pouvez-vous confirmer? Cela peut générer des délais de paiement allongés ou inciter l'autre partie à refuser les factures, ce qui va générer des flux supplémentaires. Il y a un peu deux parties dans la question. Oui, alors le statut litige, c'est un statut qui est facultatif. Il y a 14 statuts, je crois, Étienne, il y a 4 statuts obligatoires. Ça, les statuts obligatoires, ils sont transmis au PPF, ils sont transmis aux fournisseurs et aux clients. Et ensuite, vous avez des statuts facultatifs et le statut litige en fait partie. Et de mémoire, non, le PPF ne recevra pas le statut litige. Nous, on va avoir accès qu'aux 4 statuts obligatoires qui sont déposés, refusés, rejetés et encaissés. Et pour la deuxième partie de la question, du coup, là, c'est effectivement, la réforme ne gère pas la partie paiement, elle ne va pas empêcher les mauvais payeurs. Par contre, c'est de la donnée qui va quand même remonter. C'est-à-dire que vous avez le statut encaissé aujourd'hui qui vient terminer le cycle de vie des factures. La DGFiP aura cette visibilité, pourra peut-être aussi, en Malika, déclencher plus facilement des contrôles sur des entreprises qui ont des retards de paiement de manière vraiment fréquente ou qui abusent justement du refus ou de l'encaissement tardif. Oui, alors ça, c'est pas dans notre périmètre de fonction à la DGFiP. En revanche, il y a d'autres administrations qui sont intéressées justement par ces données-là, par ces données d'allongement de délai de traitement, de délai de paiement, notamment à la DGCCRF, qui va suivre de près nos travaux. Donc effectivement, ça pourra aussi déclencher de leur côté des contrôles ou cartographier des flux, notamment sur les délais de paiement. Oui. Sur le refus, c'est une notion qui est quand même très encadrée avec des motifs fermés. On peut pas juste refuser une facture parce qu'il y a eu un litige et que la facture est en retard. Hein. Ça, c'est un point qui est très important. Et effectivement, dans le cas où il y a des refus intempestifs un peu trop importants, on aura la possibilité de neutraliser les refus et de le contrôler. Effectivement, côté DGFiP, une facture refusée, c'est une facture sur laquelle on ne peut pas collecter la TVA. Donc, il y aura évidemment des alertes aussi sur le refus intempestif. Oui. Une question de Caroline à nouveau. Alors, on a peut-être répondu. Date d'émission et date de facture ne sont pas forcément... Oui, on a répondu tout à l'heure. Effectivement, une facture d'été du 31 août émise le 3 septembre. Elle doit être émise en FE. C'est vraiment la date d'émission qui compte, Malika? Tout à fait. Oui, c'est la date d'émission sur la plateforme ou la date de transmission à la plateforme si vous utilisez une solution compatible qui compte. C'est-à-dire que même si vous créez une facture au 31 août, vous la déposez sur la plateforme le 3 septembre, eh bien, le 3 septembre, elle est au format électronique. Et en fait, la facture électronique, elle est horodatée, donc vous ne pourrez pas agir ou modifier la date de facture dès lors que vous la faites émettre sur votre plateforme agréée. C'est d'ailleurs du coup dans votre intérêt, c'est que là, ce sera opposable en cas de conflit ensuite avec l'archivage légal. Un point d'attention quand même sur les deltas entre la date facture et la date d'émission. Alors, j'ai plus le delta autorisé, peut-être Malika ou Damien, vous les avez. On ne pourra pas non plus émettre une facture, par exemple, du 31 août émise au mois de décembre. Donc ça, c'est un point de vigilance. Il y a un contrôle qui va être assuré. On a le droit à un delta, mais qui est de quelques jours. Je ne sais plus le délai, mais effectivement, c'est un point quand même d'attention. Une question de Gwendoline, effectivement, on a du mal parfois à se projeter concrètement. À quoi ressemblent les reportings ainsi que les reportings de paiement? Peut-être si vous avez des notions là-dessus. Oui, alors le e-reporting, c'est des données cumulées, c'est des données agrégées, c'est des données en montant. Si vous facturez des particuliers, par exemple, c'est le montant de votre chiffre d'affaires, montant hors taxe, montant TTC, taux de TVA, que vous transmettez à une période qui est liée à votre régime de TVA. Si, par exemple, vous êtes au régime réel normal mensuel, eh bien, vous aurez 3 e-reporting à transmettre, donc par décade, avec les montants hors taxe, TTC, taux de TVA de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est 3 décades à transmettre 3 fois par mois. Si vous êtes franchisé en base, par exemple, c'est l'exemple le plus simple, donc vous avez ce montant cumulé sur une période de 2 mois que vous transmettez entre le 25 et le 30 du mois suivant. Le e-reporting, vraiment, ce sont des données chiffrées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de date, on n'a pas de désignation des produits, contrairement à la facture électronique. Ce sont vraiment des données chiffrées. Pour le e-reporting de paiement,
là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lié si vous faites des opérations de la TVA est éligible à l'encaissement, prestation de service et ou à compte. Eh bien là, le reporting de paiement, il vient en plus pour dire, eh bien, j'ai facturé une prestation de service, par exemple, le 3 juillet, et j'ai été payé de cette prestation de service le 4 août. Donc, vous émettez votre facture au format électronique ou vous déclarez votre e-reporting le 3 juillet, et au moment où vous êtes payé, eh bien, vous faites ce e-reporting de paiement. Ça, c'est si vous n'avez pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits. Vous aurez ces deux opérations-là à faire. Donc, une question importante qui revient du coup liée à ça aussi sur comment on construit ces fichiers d'e-reporting. C'est pas vous de construire un fichier XML qui soit standard pour la réforme. C'est vraiment la PA qui est responsable de la partie technique. Après, elle va vous permettre de construire ces fichiers de différentes manières et ça dépend de votre plateforme agréée. Il faut vous en rapprocher. Mais typiquement, chez Agicap, pour l'e-reporting sur toutes les ventes, on va récupérer par exemple toutes les factures quelles qu'elles soient et on va pouvoir les classer directement, savoir si c'est du B2B domestique à envoyer en invoicing ou si c'est du B2B international ou du B2C, où on va prendre les données nécessaires au e-reporting pour construire le fichier directement. C'est une complexité qui repose sur votre PA pour pas que ça vous ajoute encore des fichiers à remplir et des formulaires ou des documents. Là, c'est vraiment quelque chose de technique qui repose sur la PA. Effectivement, Damien, et la plupart en fait des plateformes ont travaillé dans le même sens que vous, c'est-à-dire que vous construisez une facture, je facture, je sais pas, Monsieur X à telle adresse. Donc Monsieur X n'a pas de numéro de sirène, donc hop, cette opération-là part dans le e-reporting. Je facture l'entreprise Y, numéro de sirène tant, et bien là on lui adressera une facture électronique. Quand on vous dit cette complexité-là, elle est prise en charge par les plateformes, c'est réel. Donc vous avez simplement à saisir votre facture. Et à indiquer le client, s'il a un numéro de sirène, ce sera une facture électronique. S'il n'en a pas, ce sera du e-reporting. Et cette distinguo-là, c'est vrai que la plupart des plateformes agréées le proposent et le font à votre place. Alors, une question de Grégoire. Est-ce que les factures transmises via PA auront une valeur probante? Oui. Oui, parce qu'elles ont l'obligation d'avoir des contrôles de cohérence et s'assurer que ce qui rentre dans la PA d'émission soit équivalent à ce qui est dans la PA de réception. Donc, oui. Oui, c'est considéré comme un original fiscal. Oui. Point important, l'archivage, lui, à valeur probante, n'est pas une obligation pour avoir quand même les deux notions des PA. Certaines le proposent. Agicap, nous, effectivement, toutes les factures émises et reçues via la PA, c'est inclus dans l'offre. Mais c'est un point de vigilance à avoir. Ce n'est pas parce que vous avez une PA avec une facture à valeur probante que l'archivage est à valeur probante et que vous n'avez pas d'obligation d'avoir un coffre-fort à côté. Donc là aussi, ça rejoint le Code général des impôts. L'archivage repose toujours sur l'assujetti. Donc l'assujetti, c'est l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui doit s'assurer par les moyens qu'elle veut. Donc soit elle utilise sa plateforme agréée, soit elle utilise un coffre numérique autre, d'avoir cet archivage des factures. Ça repose sur l'assujetti, effectivement. C'est bien de le préciser. On avait une question sur avoir plusieurs PA réception-émission de Gwendoline. Elle a déjà une plateforme de réception. J'hésite à changer ma PA d'émission. L'annuaire saurait-il gérer deux plateformes? Alors, nous, dans l'annuaire, c'est l'annuaire des destinataires. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on s'assure que toutes les entreprises qui sont dans l'annuaire reçoivent des factures. Donc, nous, on s'assure que chaque numéro de sirène, chaque entité a une plateforme de réception. Ça, c'est ce que nous, on va vérifier, c'est ce que nous, on va gérer. En revanche, vous pouvez avoir autant de plateformes d'émission que vous le souhaitez. Par exemple, une pour le e-reporting, une pour la facture électronique. Ça, je dirais, ça dépend de la charge de votre entreprise, ça dépend de la structure de votre entreprise. Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que pour tel numéro de sirène, il y a une plateforme de réception qui est dédiée. Ça peut être la même, ça peut être une plateforme différente. Là encore, ça dépend du choix de la structure de votre entreprise. Et sur la PA d'émission, justement, il n'y a pas d'adresse spécifique. En général, on va se baser sur l'adresse de la PA directement. Nous, chez Agicap, ça va être notre adresse qui permet de récupérer les statuts de cycle de vie en retour. Mais vous n'avez pas à créer d'adresse du coup spécifique pour l'émission. C'est vraiment juste la réception, comme disait Malika. Alors, une question d'Hélène. Une question très importante, effectivement. Ouais. Si on crée deux adresses de réception, comment le fournisseur reconnaît la bonne adresse? Alors, deux adresses de réception, c'est-à-dire que vous avez le numéro de sirène et vous avez pris une maille, je dirais, sous-catégorie, enfin, comment dire. Nous, on appelle ça des mailles d'adressage, mais j'essaie de trouver une maille d'adressage. Eh bien, vous allez lui donner l'adresse de facturation pour qu'elle puisse définir à quelle adresse il va vous adresser la facture. Je prends un exemple. Là, vous êtes une structure, vous avez un service comptable, un service de gestion des stocks, et vous souhaitez que la facture A parte au service comptable. Donc, vous avez donné l'adresse de réception du
du service stable. Et pour d'autres factures, vous souhaitez que ça part à la gestion des stocks, donc vous donnerez au fournisseur l'adresse de la gestion des stocks. D'où l'importance, je l'ai dit tout à l'heure, de fiabiliser, votre référentiel de client, de fiabiliser votre référentiel fournisseur. Je pense que Étienne et Damien, vous préconisez aussi ce conseil-là. Vous pouvez le faire déjà dès aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux peut-être compléter. Si, effectivement, en fait, le terme annuaire, c'est le bon terme. C'est-à-dire que quand on avait l'annuaire papier, mais même quand on va sur les pages jaunes aujourd'hui, si on n'a pas un minimum d'informations, on ne peut pas connaître l'adresse physique de l'entreprise. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, l'APA, on est capable d'interroger, d'avoir une liste d'adresses sur le fournisseur, mais on ne peut pas déterminer sur le client, pardon, on ne peut pas déterminer automatiquement que cette adresse-là est la bonne. Et c'est pour ça que cette communication est de la responsabilité du client de communiquer la bonne adresse de facturation électronique pour que le fournisseur puisse émettre correctement. Ce n'est pas le rôle de la plateforme agréée, c'est le rôle du client. Tout à fait. Tout à fait. Une question de Cédric. Compte tenu de la charge de travail de notre PA, nous avons engagé avec une autre PA la partie émission de facture pour être opérationnelle le plus rapidement possible. On en a déjà parlé du coup. Dans l'annuaire, on peut distinguer les deux flux. Donc, comme on l'a dit, l'émission ne fait pas partie de l'annuaire. Donc là-dessus, aucun problème, Cédric. On a une question de Léandro à nouveau. Quelles informations les entreprises doivent donner à leurs fournisseurs pour bien recevoir les factures de façon électronique, justement, PA choisi, Sirène Sirette, une adresse dédiée, autre? Alors, l'APA, non. Ils n'ont pas besoin de savoir l'APA. En revanche, l'adresse électronique dédiée, oui. L'adresse électronique, elle est constituée par le Sirène, entreprise, Sirène Sirette. Et ensuite, vous pouvez mettre des suffixes, c'est-à-dire vous pouvez indiquer dans quel service vous souhaitez. C'est ça en fait, qui est important, parce que dans l'annuaire, c'est ça qui permettra d'adresser. J'aime pas ce parallèle-là. Par exemple, donc vous allez faire des pages blanches pour les anciens. Si je vais appeler Damien, je vais composer son numéro, donc 06, 07, etc. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est chez Orange, je n'ai pas besoin de savoir s'il est pris, je n'ai pas besoin de savoir s'il est chez Bouygues. L'annuaire de la facturation électronique, c'est l'adresse, ce sera l'adresse de... Et Malika, il y a un problème de son de votre côté, je sais pas, c'est assuré, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si la connexion... Vous entendez mieux? Allô? Oui, bah, ça coupe un petit peu, mais on vous entend globalement, ça coupe un petit peu. J'ai bougé, mais... Ok, si c'est mieux là. Donc, en fait, ce sera important, ce sera d'adresser l'adresse de facturation qui est constituée par Sirène et la paille d'adressage que vous souhaitez mettre, ce qu'on appelle le suffixe. Peut-être, je ne sais pas, Étienne, tu peux peut-être compléter. Non, effectivement, côté PA, côté émission, c'est uniquement l'adresse qui est importante. Par contre, c'est important effectivement dans les données de la facture, donc ça c'est surtout dans vos outils de facturation, que l'identifiant légal de l'entreprise soit mentionné, que votre adresse physique soit mentionnée. Bon, en fait, ça fait partie des mentions que vous devez déjà aujourd'hui communiquer à votre fournisseur, qui doivent déjà apparaître dans la facture. Ce qui vient se rajouter, effectivement, c'est uniquement la maille d'adressage à communiquer à vos fournisseurs. Et la PA choisie n'est pas nécessaire. Hein. Ça, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt à la communiquer. C'est l'annuaire qui se charge de communiquer cette information-là. On continue. Alors, on a dépassé un petit peu l'heure, mais si vous pouvez rester, on a encore quelques questions, 4-5 questions pour aller au bout, si on y arrive. On a Pierre-Yves qui demande, l'e-reporting d'achat reste un sujet assez flou pour les entreprises. Auprès de quelles sources pouvez-vous nous renvoyer pour trouver les mentions réellement attendues dans cet e-reporting? Alors, e-reporting achat, c'est si vous faites des achats en dehors si vous faites des achats sur le territoire européen. Parce que là, dans ce cas-là, le e-reporting, il entrera en ce qu'on appelle les acquisitions intracommunautaires. Les données, vous les avez sur impôts.gouv. Vous avez un tableau dans la rubrique, sur la page « Je passe à la facturation électronique ». Dans la rubrique « J'approfondis mes connaissances sur la réforme ». Donc, vous avez un tableau des données de e-reporting qui sont attendues. Donc, n'hésitez pas à consulter. Mais vraiment, le e-reporting achat, c'est uniquement si vous faites des achats intracommunautaires, de l'acquisition intracommunautaire, parce que là, le e-reporting porte sur la suite. Sinon, je ne vois pas d'autres cas d'e-reporting d'achat dans la mesure où les importations, elles sont exclues. C'est uniquement dans le cas où vous faites des acquisitions intracommunautaires qu'il y aura du e-reporting. Effectivement, il y a pas mal de foires aux questions sur le site des impôts qui, en général, donnent tous les critères, tous les éléments. Là-dessus, on a pas mal de réponses. Question de Sébastien, à nouveau sur les notes de frais. Les notes d'hôtel qui passeront par la facture électronique feront apparaître de la TVA déductible alors que nous ne pouvons pas la récupérer. Lors du e-reporting, la TVA sera bien exclue par les impôts. Les notes d'hôtel qui ne passeront pas la facture électronique. Il y a un mélange là. En fait, l'idée, c'est que
En fait, il y a un peu un mélange là, Sébastien, entre le e-reporting et la TVA que vous pouvez déduire de vos notes de frais. C'est deux choses bien différentes. Merci pour le lien, Étienne. Alors, du coup, tout ce qui est assujetti à TVA, tout ce qui est TVA déductible, doit passer par le e-invoicing. Donc, effectivement, par une facture électronique. Tout ce qui est hors champ de la TVA déductible, vous restez sur la facturation classique. Donc, on peut prendre quelques exemples, effectivement, dans le cas des notes. On va retrouver notamment les notes de transport, taxi, train, etc. Tout ça, c'est hors champ de la facturation électronique. Ça n'est pas assujetti à TVA. Quand on parle de e-reporting, on parle bien de transfert de données qui sont faites sur des opérations avec un non assujetti. Donc, l'hôtelier, lui, va potentiellement déclarer du e-reporting sur toute la TVA collectée auprès de particuliers. Vous, en tant que client, vous devez recevoir une facture en e-invoicing. Ensuite, il y a un sujet, et je pense que c'est un petit peu ça le sujet qui est sous-jacent derrière. On peut parler du pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître plus tard, plutôt horizon, Malika, si je dis pas de bêtises, horizon 2029-2030, le pré-remplissage de la déclaration de TVA, comme on a aujourd'hui le pré-remplissage de notre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, sur ce pré-remplissage, effectivement, le portail public de la facturation électronique va uniquement transmettre toutes les données qui sont présentes dans l'e-invoicing et le e-reporting. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas contrôler cette déclaration, vous n'allez pas la modifier, parce qu'on vous le disait tout à l'heure, il y a quelques exceptions. C'est-à-dire que, par exemple, les tickets de péage, vous ne les mentionnerez ni en e-invoicing ni en e-reporting, donc il faudra forcément ajouter cette TVA déductible dans votre déclaration de TVA. Donc ça, la DGFiP ne va pas exclure des informations juste parce que, enfin voilà, ils n'ont pas l'information pour exclure. Ce sera de votre rôle s'il y a une partie à exclure de la TVA. J'espère que ça répond à la question. Tout à fait, Étienne. En fait, la TVA, on sera sûr parce que ce sera soit une facture électronique, soit la déclaration d'un e-reporting. En revanche, la TVA déductible, effectivement, ça peut être lié à un coefficient de déduction. Nous, administration, on ne peut pas savoir si votre entreprise a un coefficient de déduction. Il y a certaines TVA identiques, je pense par exemple 1% à la fois sur les médicaments et les corses. Ça, non, on peut pas le savoir. La TVA déductible aurait toujours la possibilité de l'amender, de la corriger ou de la compléter à l'appui des pièces justificatives que vous avez. Ça a encore un petit peu coupé Malika, mais on a compris, vous disiez, voilà, tout ce qui remontera, en tout cas, ce sera un pré-remplissage que vous pourrez ensuite modifier, compléter, bien sûr, derrière, selon ce qui aura été réellement exercé. On a une question d'Alexandra. Comment, voilà, je suis une fondation non fiscalisée, pouvez-vous me confirmer que je ne suis pas du tout concerné par la réforme de la facturation électronique? Quels sont les critères, en fait, quand on se pose vraiment cette question pour savoir si on est concerné ou pas? Est-ce que vous m'entendez là de fait Oui, là ça va. Ça a l'air de revenir, ouais. Alors, le critère en fait d'appartenance ou non au champ de la réforme, c'est la notion d'assujetti à la TVA. Donc, la notion d'assujetti à la TVA qui est détaillée dans l'article 256 du Code général des impôts, c'est-à-dire que vous exercez une activité économique à titre indépendant et habituelle, que vous soyez une personne physique ou une personne morale, dès lors que vous êtes assujetti à la TVA, même si vous n'en facturez pas, vous êtes dans le périmètre de la réforme. Donc, c'est vraiment cet assujettissement à la TVA qui fait que vous êtes ou non dans le périmètre de la réforme de la facturation électronique. Là, donc, on a souvent le... Par exemple, ou un il ne sera pas dans le périmètre de la facturation. Oui, c'est ça. Là, on a le doute souvent, c'est quand on est exonéré de TVA, et notamment tous les auto-entrepreneurs, enfin les micro-entreprises, ne savent même pas qu'ils sont assujettis, c'est juste qu'ils ont une exonération, ils ont une franchise en base, mais ils sont bien considérés comme assujettis, ils devront avoir une plateforme. Alors, question de Karim. Ah bah, du coup, on a déjà répondu. C'était sur la facture datée du 31 août, éditée le 3 septembre, doit passer par la PA. Tout à fait, on a dit que c'était bien l'émission qui comptait. Alors, pardon. Question de Stéphanie. Dans le cadre de la prestation de service, l'adresse de réalisation de la prestation doit-elle être indiquée de manière obligatoire? Alors, c'est précis. Alors, non. C'est uniquement dans le cadre de la livraison des biens que si elle est différente de l'adresse de facturation, elle doit être indiquée. Parfait, réponse claire, facile. Question de Cédric, intéressante aussi sur l'EDI. Aujourd'hui, je gère des factures en EDI. Certains EDI sont rejetés par mon client. Je dois donc corriger et réémettre. Comment sera géré plusieurs envois de même facture par la DGFiP?
Comment serait par la plateforme agréée? C'est-à-dire que vous aurez normalement le numéro de facture, il est unique. Donc vous n'aurez pas la possibilité d'envoyer plusieurs fois la même facture à la par le biais de la plateforme agréée. Ça, on va le vérifier. Hein. Ça, on va vérifier le numéro séquentiel des factures. Donc vous n'aurez pas la possibilité d'adresser plusieurs fois la même facture par la plateforme agréée, je l'entends, à votre client. C'est un point, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, notamment certains EDI permettaient de la modification de facture. Ça n'est pas possible. Une facture émise, hein. Déjà, en fait, ce qu'amène la facturation électronique, c'est pas une évolution de la règle. La règle ne change pas, mais c'est une meilleure application de la règle. Donc, effectivement, dans le cas d'un rejet par le client ou d'un refus, en fait, demain, on va parler de refus, on va devoir générer une nouvelle facture avec un nouveau numéro de facture, bien dans une nouvelle facture. Ça, c'est un point aussi qu'on a souvent dans nos échanges sur des événements, etc. Il y a des pratiques aujourd'hui qui étaient un peu limites niveau fiscal et qui se font dans les entreprises de manière un peu habituelle. Là-dessus, la fiscalité ne change pas, mais simplement, comme là, tout sera suivi, tracé et opposable, il va falloir être vraiment carré. On ne va pas pouvoir effectivement renvoyer une facture en la corrigeant avec le même numéro de facture. Il faudra avoir un avoir et réémettre une nouvelle facture. On va pas pouvoir. La facture pro forma n'a pas de valeur, donc ce sera une facture d'acompte. Il y a vraiment des pratiques qu'il va falloir du coup bien cadrer pour bien correspondre à la fiscalité qui existait déjà. En fait, la fiscalité des règles comptables, puisque qui dit de facture dit avoir mettre en place effectivement les règles comptables et fiscales. On vous a pas bien entendu, ça coupe encore pas mal, Malika, mais on arrive au bout. Hein. Il reste 2 minutes. On a 3 questions. Je sais pas si on les prendra toutes, mais pour arriver au bout, cela va être vraiment compliqué avec les notes de frais. Bon, déductibles, non déductibles, effectivement, là, il faudra arriver à comprendre, sachant que ça amène une question quand même qu'on a souvent, Malika. Si jamais on a une note de frais et que l'entreprise, par exemple, ne récupère pas la TVA, le ticket, du coup, suffit pour rembourser le salarié. Ça reste du B2C et il n'y a pas forcément besoin de facture électronique, c'est bien ça? Alors, il y a une différence entre la prestation du ministère du service de l'entreprise. Oui, vous m'entendez bien. Hein. Ça coupe un peu, ouais, c'est très assuré. Bon. Si la question concerne notamment des tickets qui comprennent à la fois de la TVA déductible et de la TVA non déductible, hein, ça peut arriver effectivement. En l'occurrence, il y a la TVA déductible, donc c'est une facture électronique. Derrière, ce que ça veut dire, c'est une comptabilisation spécifique et donc un contrôle au moment de la déclaration de TVA. En fait, ce process ne va pas changer. Ce qui vient changer, c'est le canal d'acquisition. C'est-à-dire que vous avez un canal complémentaire pour recevoir une facture électronique en plus du ticket pour le remboursement. Et pour autant, votre comptabilisation ne change pas et donc votre déclaration de TVA ne change pas. Ça répond à la question de Rosie, justement, qui avait exactement la même derrière. C'était, là, c'est intéressant parce qu'on a la notion d'e-reporting aussi. Justement, un salarié qui fait une dépense à son nom et du coup qui fait une note de frais auprès de l'entreprise et qui n'a pas une facture au nom de la société, est-ce que l'entreprise pourra quand même déduire la TVA? Donc la réponse c'est non, il faut vraiment une facture. Par contre, dans ce cas, l'hôtel devra-t-il envoyer à notre société une facture en e-invoicing? Oui, justement, c'est bien ça. Pardon, je pensais avoir vu e-reporting, c'est pour ça la notion d'e-reporting. L'hôtel, lui, s'il ne sait pas que c'est un paiement B2B domestique à l'origine, il va déclencher un e-reporting B2C, effectivement. Et du coup, la facture ensuite que vous demanderez à l'hôtel, si vous la demandez a posteriori, ce sera une facture déjà encaissée avec la TVA déjà déclarée. Ça, c'est prévu dans les cas d'usage aussi de la norme AFNOR. Oui. Allez, dernière question, on y arrive. Voilà, pour les notes de frais et les dépenses par CB, à qui communiquer l'adresse? On avait un peu répondu tout à l'heure. C'est ce qui est en cours de réflexion, hein, voir si on aura un QR code. En tout cas, c'est le salarié au moment de la dépense qui devra communiquer l'adresse. Ou a posteriori, si vous voulez récupérer la facture qu'il a oublié de le faire, vous le ferez a posteriori. En fait, mais comme vous le faites déjà aujourd'hui, encore une fois, la règle ne change pas. Si vous avez besoin d'une facture sur un frais qui a été passé à un hôtel, à un magasin, aujourd'hui, le mieux, c'est le salarié effectivement sur place qui a l'adresse de facture électronique. Et sinon, ce sera a posteriori. Le moyen de paiement, c'est pas lié au moyen de paiement. Hein. Ça aussi, il faut le corréler de la manière dont c'est facturé. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour déduire de la TVA sur une note de frais, il faut en réalité normalement déjà une facture au nom de l'entreprise. Là aussi, pas de changement dans la règle. On a quelques clients qui ont eu des volumes très importants de notes de frais, qui ne demandaient pas systématiquement la facture au nom de l'entreprise et qui ont eu quelques redressements. Donc c'est un point important. Hein. C'est vraiment une obligation qui existe déjà aujourd'hui, même si elle est un petit peu méconnue et qui a une double souplesse accordée aujourd'hui.
Bon, je crois qu'il y avait encore quelques questions, mais il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on arrive à 10h, on a déjà dépassé d'un quart d'heure le temps. Un immense merci à Malika pour Merci votre beaucoup, Malika. présence aujourd'hui, pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. On espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. En tout cas, on vous continue à vous accompagner tous les vendredis maintenant avec Étienne à 9h sur ce sujet si vous avez des questions-réponses. Comme on l'a dit aussi, Malika le disait, vous avez le site des impôts avec beaucoup d'informations pour répondre à toutes vos questions avec des FAQ, un numéro. Il y a une ligne, Malika, peut-être vous voulez en parler